Une nouvelle de Philippe Cadic, Souvenir. On y va, monsieur ? Dit le pilote robot. En l'entendant, Rogers sursauta et releva brusquement la tête. Il se raidit et rajusta le filet traceur qui bordait l'intérieur de son manteau, tandis que la bulle navette amorçait sa descente rapide et silencieuse vers la surface de la planète. La planète de Williamson. Le légendaire monde perdu retrouvé au bout de 3 siècles. Par accident bien entendu. C'était quasiment par miracle que cette planète verte et bleue, ce Graal du système galactique, avait été découverte pour une mission de reconnaissance de routine. Frank Williamson avait été le premier terrien à concevoir la poussée galactique, le premier à bondir hors du système solaire pour plonger dans l'univers qui s'étendait au-delà. Il n'était jamais revenu. Ni lui, ni son monde, sa colonie, n'avaient été localisés. Il y avait eu des rumeurs sans fin, de fausses pistes, des légendes apocryphes, mais rien d'autre. Je reçois l'autorisation d'atterrir. Le pilote robot monta le volume du haut-parleur de contrôle et fit entendre un déclic. Train d'atterrissage dégagé, fit une voix fantomatique venue de la surface. N'oubliez pas que votre système de propulsion nous est inconnu. Quelle longueur de piste vous faut-il? Les parois de freinage d'urgence sont en place. Rogers se sourit. Il entendit le pilote les informer qu'il n'avait nul besoin de piste. Pas avec ce vaisseau-là. Quant aux parois, il pouvait les rentrer en toute sécurité. 300 ans. Il avait fallu longtemps pour trouver la planète de Williamson. Nombre de gouvernements avaient renoncé. Certains pensaient qu'il n'avait jamais atterri nulle part, qu'il avait péri dans l'espace. Peut-être n'y avait-il pas de planète de Williamson. En tout cas, on n'avait jamais eu d'indice crédible. Jamais rien de tangible à quoi se raccrocher. Frank Williamson et 3 familles entières avaient disparu dans un vide dénué de tout point de repère, et on n'avait jamais plus entendu parler d'eux. Jusqu'à maintenant. Un jeune homme vint à sa rencontre sur le terrain d'atterrissage. Mince, roux, il portait une combinaison bariolée taillée dans un tissu brillant. « Vous venez du centre de relais galactique ?» s'enquit-il. « C'est exact, » répondit Rogers d'une voix émue. « Je m'appelle Edward Rogers. » Le jeune homme tendit une main que Rogers se serra gauchement. « Et moi, Williamson, » fit-il. « Gene Williamson. » Le nom retentit aux oreilles de Rogers comme un coup de tonnerre. « Vous êtes ?» Le regard énigmatique, le jeune homme hocha la tête. « Je suis son arrière-arrière-arrière-petit-fils. Sa tombe est ici. Vous pouvez la voir si vous le désirez. » Je m'attendais presque à le voir, lui. Pour nous, il est une sorte de demi-dieu, le premier homme à avoir quitté le système solaire. Il est très important pour nous aussi, répondit le jeune homme. C'est lui qui nous a amenés ici. Il avait cherché longtemps avant de trouver une planète habitable. Williamson embrassa du geste la cité qui s'étendait au-delà du terrain d'atterrissage. Celle-ci s'est révélée satisfaisante. C'est la 10e planète du système. Les yeux de Rogers s'allumèrent. La planète de Williamson. Là, sous ses pieds, ils descendirent de la passerelle côte à côte et tournèrent le dos au terrain. Rogers avait conscience de chacun de ses pas. Combien d'hommes, dans toute la galaxie, avaient rêvé d'arpenter une rampe d'atterrissage sur la planète de Williamson, avec à ses côtés un jeune descendant du grand homme lui-même. Ils vont tous vouloir venir maintenant, reprit Williamson, comme s'il lisait dans ses pensées. Ils vont jeter leurs ordures partout et détruire toutes les fleurs, ramasser les poignées de terre pour les emporter en souvenir. Il eut un petit rire nerveux. Bien sûr, le relais surveillera les agissements. Bien sûr, l'assura Rogers. Parvenu à l'extrémité de la rampe, Rogers s'arrêta net. Pour la première fois, la cité s'offrait à son regard. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Jane Williamson avec dans la voix une pointe d'ironie. Évidemment, ils avaient été coupés de tout, complètement isolés.
Ce n'était donc pas tellement surprenant. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils vivent dans des cavernes et mangent de la viande crue, mais Williamson avait toujours représenté le progrès, le développement. Cet homme avait été en avance sur les autres. Bien entendu, son système de propulsion était de type primitif, comparé aux normes modernes, quelque chose comme une curiosité. Mais le concept lui-même n'en souffrait pas. Williamson restait le pionnier, l'inventeur, le bâtisseur. Pourtant, la cité n'était guère plus qu'un village composé d'une dizaine de maisons et de quelques bâtiments publics, plus quelques installations industrielles à la périphérie. Au-delà des champs verdoyants, des collines, de vastes prairies, quelques véhicules de surface avançaient sans hâte dans les rues étroites, mais la plupart des citoyens allaient à pied. Cela lui fit l'effet d'un invraisemblable anachronisme, un vestige du passé. « Je suis habitué à la culture galactique universelle, » dit Rogers. « Le relais maintient un niveau technocratique et idéologique constant à travers l'Empire tout entier. Il m'est difficile de m'adapter à un stade de développement social aussi radicalement différent. Mais il est vrai que vous avez été isolé. » « Comment cela ?» demanda Williamson. « Du relais, je veux dire. Vous avez dû vous débrouiller tout seul. » Un véhicule de surface s'arrêta devant eux. Le conducteur ouvrit manuellement les portières. « Maintenant que je me remémore ces données, je suis tout à fait capable de m'adapter, » affirma Rogers. « Vous n'y êtes pas du tout, » répliqua Williamson en pénétrant dans le véhicule. « Voilà maintenant plus d'1 siècle que nous recevons des signaux de votre relais. » Il fit signe à Rogers de prendre place à côté de lui. Rogers n'en croyait pas ses oreilles. « Je ne vous suis pas. Vous voulez dire que vous vous êtes raccordé au réseau sans pour autant essayer de... »« Nous recevons vos signaux, » expliqua Williamson. « Mais nos concitoyens ne jugent pas utile de les exploiter. » Le véhicule de surface avançait à toute allure sur la grande route, longeant le pied d'une immense colline rouge. Ils laissèrent bientôt la ville derrière eux, avec sa faible lueur rougeoyante, reflet des rayons du soleil. Buissons et plantes s'apparurent en bordure de la route. Le flanc de la falaise abrupte s'élevait comme une muraille en surplomb faite de craie rouge, sombre. Elle était dentelée, à l'état naturel. « Belle soirée », fit Williamson. Interrompu dans ses pensées, Rogers hocha la tête en signe d'assentiment. Williamson baissa la vitre. La voiture s'emplit d'air frais. Quelques insectes semblables à des moucherons s'y engouffrèrent également. Dans le lointain, 2 silhouettes minuscules labouraient un champ, un homme et une énorme bête de somme d'allure pesante. « Quand est-ce qu'on arrive ?» s'enquit Rogers. « Bientôt, la plupart d'entre nous vivent à l'écart des villes, dans des domaines fermiers, isolés, autonomes, conçus sur le modèle des manoirs du Moyen-Âge. C'est donc que vous vous maintenez à un niveau de subsistance rudimentaire. Combien de personnes vivent dans ces fermes ? Disons 100. 100 personnes ne peuvent guère que tisser, teindre et presser le papier. Nous disposons de complexes industriels spéciaux, nos systèmes de fabrication. Ce véhicule est un bon exemple de ce que nous savons produire. Nous avons aussi des communications, le tout à l'égout et des installations médicales. Notre avance technologique est comparable à celle de Terra. Vous voulez sans doute parler de la Terre du XXIe siècle, protesta Rogers. Mais c'était il y a 300 ans. Vous perpétuez sciemment une culture archaïque au nez et à la barbe du relais. C'est parfaitement absurde. Peut-être préférons-nous cela ? Vous n'êtes pas libre de préférer un niveau culturel inférieur. Toute culture doit se conformer à la tendance générale. Le relais rend possible l'uniformité du développement. Il intègre les facteurs corrects et rejette le reste. Ils s'approchaient de la ferme, le prétendu manoir de Gene Williamson. Celui-ci consistait en un petit nombre de constructions très simples, serrées les unes contre les autres au fond d'une vallée au bord de route, cernées de champs et de pâturages. Le véhicule de surface emprunta un chemin et entreprit de descendre prudemment la spirale qui menait au fond de la vallée. L'air s'assombrit. Un vent froid envahit la voiture et le chauffeur alluma ses phares.
Pas de robot? Demanda Rogers. Non, répondit Williamson. Nous faisons tout le travail nous-mêmes. Vous établissez une distinction purement arbitraire, fit remarquer Rogers. Les robots sont des machines. On ne peut guère s'en passer. Cette voiture est elle-même une machine. C'est vrai, reconnut Williamson. La machine est la version développée de l'outil, poursuivit Rogers. La hache est une simple machine. Le bâton devient outil, machine sommaire entre les mains de l'homme qui cherche à atteindre quelque chose. Les machines ne sont rien d'autre que des outils multi-éléments qui accroissent le taux de rendement. L'homme est un animal fabriquant des outils. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des outils devenant machines, de plus en plus volumineuses et efficaces. Si on rejette la mécanique, on rejette en même temps une des caractéristiques essentielles de l'humanité. « Nous sommes arrivés », dit Williamson. Le véhicule fit halte et le chauffeur vint leur ouvrir la portière. 3 ou 4 grandes constructions en bois se profilaient au-dessus de leur tête dans l'obscurité. Quelques formes indistinctes allaient et venaient autour d'elles, des formes humaines. « Le dîner est prêt », fit Williamson en humant l'air. « Je le sens. » Ils pénétrèrent dans le bâtiment principal. Plusieurs individus des deux sexes étaient assis autour d'une longue table en bois grossièrement polie. On avait disposé devant eux des assiettes et des plats. Ils attendaient Williamson. « Je vous présente Edward Rogers », annonça-t-il. Ils l'étudièrent avec curiosité, puis reportèrent leur attention sur la nourriture. « Asseyez-vous », lui intima une jeune femme aux yeux sombres, « à côté de moi. » Ils lui firent une place près du bout de la table. Rogers fit mine de s'y diriger, mais Williamson le retint. « Non, pas là. Vous êtes mon invité. Vous êtes censé vous asseoir à côté de moi. » La jeune femme et ses compagnons éclatèrent de rire. Gêné, Rogers prit place à côté de Williamson. Sous lui, le banc était rugueux et sans confort. Il examina son gobelet de bois tourné à la main. La nourriture était empilée dans d'énormes jattes, en bois, là encore. Il y avait du ragoût, de la salade et de grosses miches de pain. « On se croirait revenu au XIVe siècle », commenta Rogers. « Au moins, acquiesça Williamson. La vie de manoir remonte au temps de l'Empire romain et des âges classiques. Les Gaulois, les Bretons. Et ces gens-là sont-ils » Williamson hocha la tête. « Ma famille. Nous sommes répartis en petites unités, organisées selon les principes du patriarcat traditionnel. Je suis le mâle le plus âgé, donc le chef en titre. » Les convives mangeaient rapidement, concentrés sur la nourriture accompagnée de bonnes tranches de pain beurré qu'ils faisaient descendre avec du lait. La pièce était pourvue d'un éclairage fluorescent. « Je n'arrive pas à le croire, » murmura Rogers. « Vous en êtes encore au courant électrique ?»« Mais bien sûr, il y a de nombreuses chutes d'eau sur cette planète. Le véhicule qui nous a amenés était électrique, mu par une batterie. Pourquoi n'y a-t-il pas d'hommes âgés ?» Rogers se voyait plusieurs femmes desséchées par la vieillesse, mais Williamson était le plus vieux des hommes, et il ne pouvait guère avoir plus de 30 ans. « Les combats », répondit Williamson avec un geste expressif. « Que voulez-vous dire ? Les guerres de clans entre familles sont une composante majeure de notre culture. » Williamson eut un geste du menton en direction de la longue table. « Nous ne vivons pas très vieux. » Rogers en resta bouche bée. « Des guerres de clans ? Mais nous avons des flammes, des emblèmes, comme les anciennes tribus écossaises. » Il montra du doigt un ruban de couleur vive cousu sur sa manche et qui représentait un oiseau. « Chaque famille a ses couleurs, et c'est pour les défendre que nous nous battons. La famille Williamson ne contrôle plus la planète. Il n'y a pas de pouvoir central. En cas de problème majeur, il y a toujours le plébiscite, le vote de tous les clans. Chaque famille de la planète a le droit de vote. Comme les Indiens d'Amérique. » Williamson acquiesça. « C'est un système tribal. Avec le temps, nous finirons par former autant de tribus distinctes, je suppose. Nous avons conservé un langage commun.
Mais nous sommes en train de nous morceler, de nous décentraliser. Et ceci avec, pour chaque famille, des habitudes, coutumes et manières différentes. Mais pourquoi vous battez-vous donc? Williamson haussa les épaules. Pour certaines choses bien réelles, comme la terre et les femmes par exemple, certaines imaginaires aussi, le prestige. Pour les questions d'honneur, nous avons un combat public annuel officiel, auquel prend part un représentant de chaque famille, le meilleur guerrier. Un peu comme les joutes médiévales. Nous avons puisé dans toutes les traditions, disons dans la tradition humaine en général. Chaque famille a-t-elle sa déité propre? Williamson eut un rire. Non, nous pratiquons tous une espèce de culte animiste voué à la notion de vitalité générale et positive imprégnant le processus universel. Il éleva devant lui une miche de pain, une manière de rendre grâce à tout ceci. Toute chose que vous avez pourtant fait pousser vous-même, mais sur une planète qui nous a été providentiellement offerte. Williamson mâcha son pain d'un air pensif. Les vieux registres prétendent que le vaisseau était pratiquement à bout de course. Le carburant était presque épuisé après cette succession interminable de déserts arides. Si cette planète n'était pas apparue, l'expédition tout entière aurait péri. Un cigare, proposa Williamson lorsqu'on eut repoussé les bols vides. Merci. Rogers accepta du bout des lèvres. Williamson alluma le sien et se laissa aller contre le mur. « Combien de temps resterez-vous » demanda-t-il bientôt. « Moi, pas longtemps » répondit Rogers. « On vous a fait préparer un lit. Nous nous retirons très tôt. Mais il va y avoir une espèce de bal. On chantera et on jouera la comédie aussi. Nous passons beaucoup de temps sur scène à créer des pièces de théâtre. Vous accordez beaucoup de temps au défoulement psychologique. Nous aimons créer, fabriquer. C'est ce dont vous voulez parler ?» Rogers se regarda autour de lui. Les murs étaient couverts de fresques peintes, à même le bois. « Je vois en effet. Vous faites vos propres couleurs à partir d'argile et de blé. »« Pas du tout, » rétorqua Williamson. « Nous avons une grosse industrie du pigment. Demain, je vous montrerai le four où nous cuisons nos objets. Nous excellons tout particulièrement dans la fabrication des tissus et des sérigraphies. » Intéressant. Une société décentralisée s'acheminant graduellement vers un retour à l'organisation tribale primitive. Une société qui rejette les produits culturels et technocratiques avancés de la galaxie et se tient donc délibérément à l'écart de tout contact avec le reste de l'humanité. Seulement de la société humaine uniforme telle que contrôlée par le relais, souligna l'autre. Savez-vous pourquoi le relais maintient un niveau uniforme sur tous les mondes ? Interrogea Rogers. Je vais vous le dire. Il y a 2 raisons à cela. D'abord, le corpus de savoir accumulé par les hommes ne permet pas la reproduction de l'expérience. Nous n'avons pas de temps à perdre avec cela. Lorsqu'on fait une découverte, il est inutile qu'elle se répète sur d'innombrables planètes de part et d'autre de l'univers. L'information apparue sur n'importe lequel de ces 1000 mondes est expédiée en un éclair au centre relais qui la renvoie ensuite à la galaxie tout entière. Le relais examine et sélectionne les expériences et les organise en systèmes rationnels, fonctionnels, dénués de contradictions. Il leur donne l'expérience globale de l'humanité pour lui conférer une structure cohérente. Quelle est la seconde raison ? Lorsqu'une culture uniforme est maintenue et contrôlée depuis une source centrale, la guerre ne peut éclater. C'est vrai, admit Williamson. Nous avons aboli la guerre. C'est aussi simple que cela. Nous bénéficions d'une culture homogène comparable à celle de la Rome antique, une culture commune à toute l'humanité que nous imposons à la galaxie. Chaque planète est concernée exactement au même titre que les autres. Il n'existe pas de coin culturellement reculé où puisse se développer la haine et l'envie. Comme ici, par exemple. Rogers expulsa lentement l'air de ses poumons. Oui, vous nous avez mis dans une situation inhabituelle. Il y a 3 siècles que nous recherchons la planète de Williamson. Nous l'avons désirée, nous avons rêvé de la trouver.
Nous la considérions comme une espèce d'empire mythique, comme celui du prêtre Jean, un monde fabuleux, coupé du reste de l'humanité, peut-être dépourvu de toute réalité, car Frank Williamson pouvait s'être écrasé quelque part. Mais ce ne fut pas le cas. Non. Et voilà que la planète de Williamson jouit d'une culture qui lui est propre. Volontairement isolée, avec son monde de vie, bien à elle, ses propres critères. Le contact est désormais établi. Le rêve est devenu réalité. Le peuple de la galaxie ne tardera pas à apprendre que la planète de Williamson a été découverte. Nous pourrons bientôt rendre à la première colonie extérieure au système solaire la place qui lui revient dans la culture galactique. Roger se sortit de son manteau une boîte métallique qu'il ouvrit avant d'étaler sur la table un bout de papier craquant. Qu'est-ce que c'est, Sankey Williamson? Ce sont les statuts. Il faut les signer de manière que la planète de Williamson puisse devenir partie intégrante de la culture galactique. Williamson et le reste de l'assistance se figèrent dans le silence. Tous gardèrent les yeux baissés sur le document sans mot dire. « Eh bien ?» questionna Rogers, tendu. Il fit glisser le document en direction de Williamson. « Voici. » Williamson secoua la tête. « Désolé. » Il repoussa d'un geste ferme le morceau de papier vers Rogers. « Nous avons déjà organisé un plébiscite. Je regrette de vous décevoir, mais nous avons décidé de ne pas nous joindre à vous. Et c'est notre dernier mot. » Le cuirassé classe 1 trouva une orbite dans la ceinture de gravité de la planète de Williamson. Le commandant Ferris entra en contact avec le centre relais. « Nous y sommes. Quelle est la suite de la manœuvre ?»« Envoyez à la surface une équipe de câblage. Faites-moi votre rapport dès qu'elle aura touché le sol. » 10 minutes plus tard, on lâchait à l'extérieur du navire le caporal Pete Matson, en combinaison de gravité pressurisée. Il dériva lentement vers le globe vert et bleu, en dessous de lui, virevoltant et tournant sur lui-même à mesure qu'il s'approchait de la surface. Matson atterrit enfin, rebondit et se remit tant bien que mal sur ses pieds. De toute évidence, il se trouvait à la lisière d'une forêt. Une fois dans l'ombre des grands arbres, il ôta son casque de sécurité. Cramponné à son éclateur, il avança prudemment au milieu des troncs. Un déclic retentit dans ses écouteurs. « Un quelconque signe d'activité ?»« Aucun, commandant. » émit-il en retour. « Il y a sur votre droite quelque chose qui ressemble à un village. Vous pourriez tomber sur quelqu'un. Continuez d'avancer, mais restez sur vos gardes. On est en train de larguer le reste de l'équipe. Les instructions suivront par l'intermédiaire de votre filet relais. » J'ouvre l'œil, promit Matson en nichant son arme au creux de son bras. Il la pointa sur une lointaine colline afin de la tester et appuya sur la détente. La colline réduite en poussière s'éleva en formant une colonne de particules. Matson escalada une longue ligne de crête et s'abrita les yeux de la main pour inspecter les alentours. De là où il se trouvait, il pouvait voir le village, l'équivalent d'un bourg de campagne sur Terra. Il avait l'air intéressant. Il hésita une seconde, puis redescendit prestement et partit d'un pas vif et souple dans cette direction. Au-dessus de lui, 3 autres membres de l'équipe tombaient déjà du cuirassé classe 1. Agrippés à leurs fusils, ils tournoyaient doucement vers la surface. Rogers replia les papiers d'incorporation et les rangea lentement dans son manteau. « Vous vous rendez bien compte de ce que vous êtes en train de faire ?» demanda-t-il. Il régnait dans la pièce un silence de mort. Williamson acquiesça. « Et bien sûr, nous sommes en train de refuser de faire partie de votre système relais. » Rogers effleura du doigt son filet traceur, qui tiédit, et se mit en marche. « Croyez bien que je regrette de vous l'entendre dire. Cela vous surprend ? Pas vraiment.
Le relais a soumis le rapport de notre éclaireur aux ordinateurs. Il y avait une chance pour que vous décliniez notre offre. J'ai reçu des instructions pour le cas où cette situation se présenterait. Et quelles sont ces instructions ? Rogers se jeta un coup d'œil à sa montre. Je dois vous informer que vous disposez de 6 heures pour rejoindre nos rangs. Sinon, vous serez rayé de la carte de l'univers. Il se leva brusquement. Je suis désolé que les choses aient tourné de cette façon. La planète de Williamson est l'une de nos plus précieuses légendes, mais rien ne doit venir détruire l'unité de la galaxie. Williamson s'était également mis debout. Il était pâle, comme la mort. Les 2 hommes s'affrontèrent du regard. « Nous nous battrons ?» dit-il posément. Ses doigts s'entremêlaient nerveusement, se nouant et se dénouant tour à tour. Cela n'a strictement aucune importance. Vous avez reçu les signaux du relais. Vous savez donc de quoi dispose notre flotte en matière d'armement. Les autres, qui n'avaient pas bougé de leur siège, gardaient les yeux obstinément fixés sur leurs assiettes. Nul ne broncha. « Est-ce bien nécessaire ?» dit durement Williamson. « Les variations culturelles doivent être évitées si l'on veut que la paix règne dans la galaxie, » répliqua fermement Rogers. « Vous nous réduiriez à néant pour éviter la guerre ? Nous réduirions n'importe quoi à néant pour cette cause. Nous ne saurions permettre à notre société de dégénérer, d'entretenir de perpétuelles chamailleries entre provinces comme celles qui sévissent entre vos clans. Si nous sommes une société stable, c'est parce que nous ne connaissons pas le concept de diversité. Il faut préserver l'uniformité et décourager le séparatisme. La notion même doit demeurer inconnue. » Williamson resta pensif. « Croyez-vous que ce soit possible ? Il existe un tel champ sémantique autour d'elle, tant d'allusions, de locutions qui lui sont apparentées. Et si vous nous faites disparaître, l'idée pourra toujours ressurgir ailleurs. Nous prenons le risque. » Rogers fit un mouvement en direction de la porte. « Je retourne à bord de mon vaisseau. J'attends votre réponse. Je vous suggère de procéder à un second vote. Maintenant que vous savez jusqu'où nous sommes prêts à aller, le résultat sera peut-être différent. » « J'en doute. » Soudain, le filet de Rogers se mit à murmurer faiblement. « Ici North, au relais. » Rogers fit courir ses doigts sur le filet en signe de bonne réception. « Un classe 1 croise dans votre secteur. Une équipe a atterri. Maintenez votre navette au sol jusqu'à ce qu'elle puisse se replier. J'ai donné l'ordre à cette équipe de disposer des terminaux de mine fissile. » Rogers garda le silence. Ses doigts agrippèrent convulsivement le filet. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» s'enquit Williamson. « Oh, tout va bien. » Rogers poussa la porte. « Je dois immédiatement regagner mon vaisseau. Allons-y. » Le commandant Ferris contacta Rogers aussitôt que la navette eut quitté la planète de Williamson. « North me dit que vous les avez déjà mis au courant ?» commença Ferris. « C'est exact. Il est également entré en contact direct avec votre équipe. Il leur a ordonné de se préparer à l'attaque. »« Je sais. Quel délai leur avez-vous donné ? » « 6 heures. » « Croyez-vous qu'ils se rendront ? » « Je l'ignore, » répondit Rogers. « Je l'espère, mais j'en doute. » La planète de Williamson avait des forêts vertes et bleues. Ses fleuves et ses océans tournaient lentement dans la baie d'observation. Terra aurait pu ressembler à cela jadis. Il vit l'énorme globe argenté de classe 1 poursuivre sa lente révolution autour de la planète. Le monde de légende avait été découvert, le contact avait été établi, et maintenant, il allait être détruit. Rogers avait fait son possible pour éviter cela, mais en vain. Comment empêcher l'inévitable ? Si la planète de Williamson refusait de faire partie de la culture galactique, sa destruction devenait une nécessité macabre, mais axiomatique. C'était soit la planète de Williamson, soit la galaxie. Il s'installa aussi confortablement que possible devant la baie et attendit. Au bout de 6 heures, une série de points noirs s'éleva de la planète et prit lentement la direction du classe 1. Il les identifia sans peine. C'étaient d'anciens modèles de fusées à réaction.
une formation de vaisseaux de guerre archaïques qui venaient livrer bataille. Ils n'avaient donc pas changé d'avis. Ils allaient se battre. Ils préféraient être détruits plutôt que renoncer à leur mode de vie. Les points noirs grandirent progressivement et se transformèrent en disques de métal flamboyants qui suivaient une course erratique. Quel spectacle pathétique! Rogers se sentit bizarrement ému en voyant ses appareils à réaction se positionner pour l'affrontement. Le classe 1 s'était placé en orbite et flottait le long d'un arc étiré mais efficace. Ses batteries de tubes énergétiques remontaient lentement et s'alignaient pour faire face à l'attaque. Soudain, la formation d'antiques fusées plongea vers l'avant. Elle se précipitait pêle-mêle sur le classe 1, en tirant des salves de projectiles. Les tubes offensifs de classe 1 poursuivirent leur trajet. Les fusées entreprirent de se rassembler maladroitement, gagnant de la distance en vue d'une deuxième tentative, d'un deuxième assaut. Alors une langue d'énergie incolore jaillit et les attaquants s'évanouirent. Le commandant Ferris appelait Rogers. « Pauvre idiot, c'est tragique. » Son visage empâté avait pris une teinte cendrée. « Nous attaquer avec ces trucs-là ? Il y a des dégâts ? Pas le moindre. » Ferris s'essuya le front d'une main tremblante. « Aucun dégât en ce qui me concerne. » Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? S'enquit Rogers d'un ton neutre. « J'ai refusé le commandement de l'opération Mine et demandé au relais de s'en charger. Il faudra bien qu'il le fasse. L'impulsion a dû être... » Au-dessus d'eux, le globe bleu-vert frémit convulsivement. Sans bruit, comme sans effort, il vola en éclats. Des fragments s'élevèrent tout autour et la planète finit par se dissoudre dans un nuage de flammes blanches pour former bientôt une masse aveuglante de matière incandescente. L'espace d'un instant, elle prit l'aspect d'un soleil miniature, illuminant le vide alentour, puis retomba en cendres. Les écrans projecteurs du vaisseau de Rogers s'activèrent en bourdonnant sous les débris qui le mitraillaient. Ceux-ci furent aussitôt pris dans une pluie de particules et désintégrés sur place. « Bon, » dit Ferris, « c'est fini. Norse déclarera que le premier éclaireur s'était trompé. La planète de Williamson n'a pas été retrouvée. La légende restera intacte. » Rogers observa le spectacle jusqu'à ce que les derniers débris de la planète aient cessé de fuser et que seule demeure une ombre vague sans couleur définie. Les écrans se désactivèrent. À sa droite, le classe 1 gagna de la vitesse et prit la direction du système de Riga. Il n'y avait plus de planète de Williamson. La civilisation du relais galactique était saine et sauve. Le concept de culture séparée, doté de son mode de vie et de ses coutumes propres, avait été éradiqué de la manière la plus efficace possible. « Du bon travail !» murmura le filet traceur du relais. Norse était content. Les mines fissiles ont été parfaitement disposées, il ne reste rien. Non, approuva Rogers. Rien du tout. Le caporal Pete Matson poussa la porte d'entrée, un large sourire aux lèvres. « Bonjour, chérie. Surprise !»« Pete ?» Gloria Matson sauta au cou de son mari. « Mais qu'est-ce que tu fais là, Pete ?»« Permission spéciale. 48 heures. » Il jeta sa valise par terre d'un air triomphal. « Salut, gamin !» Son fils lui rendit timidement son bonjour. Pete s'accroupit et ouvrit sa valise. « Comment ça a été en mon absence, l'école ?» « Il a encore attrapé un rhume, » intervint Gloria. « Mais c'est presque fini maintenant. »« Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il que... » « Secret militaire. » Pete fouilla dans sa valise. « Tiens. » Il tendit quelque chose à son fils. « Je t'ai rapporté ça, un souvenir. » C'était un gobelet de bois fait main. Le garçon s'en empara et le retourna dans tous les sens, curieux et perplexe. « C'est quoi un souvenir ?» Matson eut de la peine à exprimer un concept aussi délicat. « Eh bien, c'est un objet qui te rappelle un autre endroit, une chose qui n'est pas là où tu habites, tu vois ?»
Matson tapota le gobelet. C'est pour boire. Ça ne ressemble pas du tout à nos verres en plastique, hein? Non, répondit l'enfant. Regarde ça, Gloria. Pete déploya une grande pièce de tissu bariolé pliée dans sa valise. Une occasion en or. Tu pourras en faire une jupe. Qu'est-ce que t'en dis? As-tu jamais rien vu de pareil? Non, répondit Gloria, impressionnée. Jamais. Elle saisit le tissu et le caressa respectueusement. Pete Matson rayonnait en voyant sa femme et son fils admirer les souvenirs qu'il leur avait rapportés, ces choses qui leur rappelleraient ces lointaines excursions en terres étrangères. « Eh bien, dis donc, » murmura l'enfant en tournant le gobelet en tous sens. Une lueur étrange s'alluma dans ses yeux. « Merci beaucoup, papa, pour le souvenir. » La lueur étrange s'accentua. Souvenir est une nouvelle de Philippe Cadic, extrait du recueil Souvenir, publié aux éditions de Noël. Narration, Eric Hansen.